Victor Lawson ne s'était jamais considéré comme un homme extraordinaire. À 49 ans, il avait bâti une modeste entreprise de construction à partir de rien, après avoir été licencié de son poste en entreprise il y a 15 ans. Ses mains, autrefois douces à force de taper des rapports, étaient désormais marquées de callosité, conséquence de son travail occasionnel sur le terrain aux côtés de ses équipes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Il tirait une grande fierté de sa réussite acquise à la sueur de son front. Dans leur maison coloniale de 3 chambres à Springfield, il subvenait aux besoins de sa famille et avait permis à ses 3 fils de faire des études universitaires sans contracter le moindre centime de dette. Le miroir lui renvoyait l'image d'un homme aux cheveux poivre et sel, des pas de doigts encadrant des yeux noisettes pétillants, des épaules toujours assez larges pour remplir convenablement ses chemises de travail. Pas mal pour un homme de presque 50 ans, pensa-t-il en ajustant son col. Demain serait un grand jour, son 50e anniversaire. Diana, sa femme depuis 27 ans, restait étrangement secrète au sujet des préparatifs de la fête. Ne t'inquiète de rien, lui avait-elle dit avec ce nouveau sourire qu'il ne parvenait pas à décrypter. Depuis qu'elle avait commencé ce poste en marketing chez Newman Enterprises il y a 2 ans, quelque chose s'était modifié entre eux. Leur conversation était devenue plus courte, leur intimité moins fréquente. C'est normal, l'avait rassuré son frère Terence. 27 ans, c'est long. La passion va et vient. Mais Victor pressentait que c'était plus que cela. Diana rentrait souvent tard, portant des effluves de parfum qu'il ne reconnaissait pas. Elle disait que cela venait de ses clients qu'elle serrait dans ses bras. Son téléphone, toujours posé face contre la table ou verrouillé. Pourtant, il lui faisait confiance, ou du moins, il le voulait. Ses fils aussi avaient changé. Noah, 26 ans, avocat dans un prestigieux cabinet de la ville, n'appelait presque plus. Liam, 24 ans, analyste financier, reportait sans cesse ses visites en famille. Anthony, 22 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce, vivait encore à la maison, mais ne sortait presque jamais de sa chambre, sauf pour demander de l'argent. Victor se blâmait pour cette distance. Avait-il trop travaillé durant leur enfance? Ce soir-là, Diana rentra presque à minuit. Dernier préparatif, dit-elle en le frôlant. Demain sera inoubliable. Victor hocha la tête, ravalant la question qui lui brûlait les lèvres, pourquoi son rouge à lèvres était-il effacé? Confiance, se répéta-t-il. 27 ans, ça mérite bien un peu de foi. Plus tard, en consultant ses mails avant de se coucher, Victor découvrit un message étrange, envoyé d'une adresse inconnue à son compte personnel. Tout est prêt pour demain. Il ne se doute de rien. Il fixa l'écran, une boule d'inquiétude au creux de l'estomac. Sûrement une simple coordination pour la fête, se dit-il en refermant son ordinateur. À l'étage, la porte de la chambre d'Anthony s'entr'ouvrit légèrement alors que Victor passait dans le couloir. « Papa » appela doucement Anthony. « Oui, mon grand ? Tu as besoin de quelque chose. » Anthony hésita. « Juste, sois prêt pour demain, d'accord ?» Victor rit doucement. « Est-ce que je devrais m'inquiéter ?» Mais le visage d'Anthony restait impassible. « Laisse tomber. Joyeux anniversaire en avance. » Cette nuit-là, Victor dormit mal. Des rêves l'assaillirent, rire sans visage, porte qui se fermait brusquement devant lui. Chapitre 2, le spectacle. La salle de réception du Oak Ridge Country Club bourdonnait de conversations. Victor y reconnaissait des collègues, des membres éloignés de la famille, et de vieux amis, tous réunis autour de tables décorées avec élégance. Diana n'avait visiblement pas regardé à la dépense un détail surprenant, vu leur récente dispute sur le budget du foyer. « Le voilà !» lança la voix de Diana à travers la pièce. Elle portait une robe carmin moulante, ses cheveux blonds relevés en un chignon sophistiqué. Son sourire, pourtant, ne touchait pas ses yeux. « Joyeux anniversaire, vieux !» dit Noah en arrivant avec ses frères. Tous 3 portaient des costumes assortis que Victor n'avait encore jamais vus. « On a préparé quelque chose de spécial », ajouta Liam, échangeant un regard avec Diana. Le frère de Victor, Terence, lui serra l'épaule. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu. »
Juste surpris par tout ça, répondit Victor, tandis que Diana murmurait à l'oreille d'un grand homme brun qu'il ne connaissait pas. Celui-ci acquiesça et posa brièvement la main au bas du dos de Diana. « Tout le monde à vos places, » annonça Anthony. « Le spectacle va commencer. » Obéissant, Victor s'assit à la table centrale. Les lumières s'éteignirent. Un écran descendit du plafond. Noah prit le micro. On a préparé quelque chose de spécial, une petite rétrospective qu'on a appelée « La vie et les échecs de Victor Lawson ». L'écran s'alluma, affichant une première image. Échec, une histoire de vie. Ce qui suivit fut une succession de vidéos et de photos, soigneusement montées, retraçant des décennies de souvenirs. Victor ratant un tir décisif au lycée et légendé « Échec sportif », ses lettres de refus d'université, le jour où ses patrons l'avaient licencié, des revers professionnels, des disputes avec Diana filmées à leur insu. Entre les segments, la voix de Diana, en narration. Il a échoué comme mari, échoué comme père. Et j'ai échoué en tant qu'homme. Je l'ai quitté parce qu'il n'a jamais su me satisfaire, d'aucune manière. Un silence gênant s'abattit dans la pièce, brisé seulement par quelques rires nerveux épars. Victor resta figé, le sang lui battant violemment aux oreilles. Le final montrait les trois fils aux côtés de Diana, et de l'étranger aux cheveux noirs, le bras enroulé autour de sa taille. Et ainsi, Liam conclut à l'écran. Nous changeons légalement notre nom de famille en Newman, en l'honneur de Russell Newman, le véritable compagnon de notre mère, et notre nouveau modèle. L'écran devint noir. Russell Newman, le propriétaire de l'entreprise où travaillait Diana, se leva et fit une révérence théâtrale. Victor se leva lentement. Tous les regards étaient braqués sur lui, certains horrifiés, d'autres amusés, quelques-uns pleins de pitié. « Merci à tous d'être venus, » dit-il d'une voix calme. « Profitez du reste de votre soirée. » Il sortit, ignorant l'appel exagérément théâtral de Diana. « Victor, ne sois pas si susceptible. » Dans sa voiture, il resta immobile un long moment, puis sortit son téléphone pour couper les appels entrants. L'écran affichait déjà 37 messages de la part des invités. Chapitre 3 – Cendres et braises. Victor passa 3 jours dans un motel bon marché, téléphone éteint, ne sortant que pour de la nourriture de distributeur automatique, et du whisky acheté à la boutique d'alcool d'en face. Le 4e matin, il fixa son reflet dans le miroir taché de la salle de bain. Et eut du mal à reconnaître l'homme aux yeux creux qui le regardait. « Ça suffit » murmura-t-il. Il se doucha, se rasa, et se rendit à sa banque, où il demanda à parler avec Bradley Wilson, le directeur qui avait approuvé son tout premier prêt professionnel, des années auparavant. « Mon Dieu, Victor !» dit Bradley en s'asseyant à son bureau. « J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est terrible, vraiment. J'ai besoin de savoir où j'en suis, financièrement, » dit Victor. Diana gérait la majorité de nos comptes. L'expression de Bradley en disait long, bien avant ces mots. Je crains que Madame Lawson n'ait été très proactive. La plupart de vos comptes joints ont été vidés la semaine dernière. Les comptes de l'entreprise sont intacts, car uniquement à votre nom. Mais, une demande de gel a été déposée, en attente de la procédure de divorce. Procédure de divorce? L'avis a été remis à votre domicile hier. Je pensais que vous étiez au courant. Victor acquiesça lentement. Et la maison? Remise en hypothèque, il y a 3 mois. Vous avez signé les papiers. Victor fronça les sourcils. Je n'ai jamais signé. Il s'arrêta, se souvenant soudain de la pile de documents d'assurance professionnelle que Diana lui avait fait signer alors qu'il était absorbé par une offre importante. Je vois, dit simplement Victor. Bradley se pencha en avant. Écoute, Victor, je ne devrais pas dire ça, mais, en tant qu'ami. Ce Newman, il a une réputation. 3 mariages. 3 divorces, chaotiques. On dit qu'il aime la chasse, puis la destruction. Le schéma est toujours le même. Un prédateur, murmura Victor. Et un prédateur connecté. Membre de conseil d'administration, copain de golf de la moitié des juges du district. Le genre d'homme qui écrase ses adversaires pour le sport. Victor se leva.
Merci, Bradley. Et maintenant? Le regard de Victor se durcit. D'abord, je me trouve un endroit où vivre. Ensuite, un avocat. Et après ça, je commence à creuser. À l'extérieur, Victor appela Terence depuis un nouveau téléphone prépayé. Putain, Vic, t'étais où? S'exclama Terence. Tout le monde te cherche. J'avais besoin de temps. Je vais rester chez toi un moment. Bien sûr, mais, Vic. Diana raconte des trucs dingues. Que tu étais viol. Que tu as caché de l'argent. Des mensonges, coupa Victor. Elle rase tout. Tactique de la terre brûlée. Les garçons soutiennent son récit. Victor ferma brièvement les yeux. Ils ont fait leur choix. J'aurai besoin de ton atelier. Discrétion absolue. Tu prépares quoi? Rien d'illégal. Pas encore, en tout cas. Juste, de la préparation. Ce soir-là, dans la chambre d'amis de Terence, Victor créa une nouvelle adresse email. Il envoya le même message à Noah, Liam et Anthony. Vous avez clairement fait vos choix. J'accepte votre décision de changer de nom et de couper les liens avec moi. J'aurais seulement espéré que cela se fasse honnêtement. Et en privé plutôt que par une humiliation publique. Malgré tout, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Dans votre nouvelle configuration familiale. Victor Lawson. Puis, il ouvrit un carnet et dressa 3 listes. Bien. Allié. Réponse à obtenir. Sous un 4e titre, action. Il n'écrivit qu'une seule ligne. Astérisque astérisque, ils ont choisi le champ de bataille. Moi, je choisirai la guerre astérisque astérisque. Chapitre 4 sous la surface. Tu as l'air d'un enfer, dit Margot Davenport, en glissant une tasse de café à travers son bureau en désordre. À 65 ans, cette détective privée arborait une chevelure grisonnante, coupée court, et des yeux qui ne manquaient rien. Mais j'ai déjà vu pire. Merci de me recevoir, répondit Victor, en prenant une gorgée prudente. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son anniversaire. Les papiers du divorce étaient enfin arrivés. Ils exigeaient une pension alimentaire qui le ruinerait, accusaient son entreprise de dissimuler des actifs, réclamaient la maison et la moitié de ses fonds de retraite. C'est Bradley Wilson qui m'a recommandé, poursuivit-il. Il m'a dit que vous étiez discrète et minutieuse. Bradley est un chic type. Maintenant, épargnons-nous les banalités et dites-moi ce que vous attendez de moi. Victor posa un dossier sur son bureau. Je dois comprendre ce qui est arrivé à ma vie. L'infidélité, d'accord. Mais ce niveau de coordination? La vidéo, l'implication de mon fils? Tout semble orchestré. Margot feuilleta les documents. Classique. Un scénario bien rodé pour faire tomber un homme riche. J'ai déjà vu ça. Surtout avec ce Newman. 3 ex-épouses, toutes issues de la classe moyenne, toutes parties avec des sommes confortables. Mon épouse ne cherchait pas un mari fortuné. On a tout construit ensemble. Peut-être. Ou peut-être étiez-vous juste un entraînement. Elle tapota la photo de Newman. Ce genre d'homme a toujours des complices. Des gens qui participent activement à la mise en scène de ce genre de destruction. Et la dévastation émotionnelle fait partie du plaisir. Victor se pencha en avant. J'ai besoin de preuves. Pas seulement de l'infidélité. Mais de la conspiration. De la coordination. Je veux savoir jusqu'où ça va. Margot le fixa. La plupart des hommes dans votre situation veulent juste de quoi riposter au tribunal. Je ne parle pas du divorce. Ils peuvent garder l'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Les yeux de Victor se durcirent. La vérité. Et les conséquences. Margot hocha lentement la tête. Mon tarif est de $200 de l'heure, plus les frais. J'aurai besoin de 3 semaines. Vous en avez 2. Et je paie le double pour un traitement prioritaire. Après avoir quitté le bureau de Margot, Victor se rendit à Parkville, un quartier populaire de l'autre côté de la ville.
Il se gara devant un petit cabinet d'assurance. À l'intérieur, Dominique Reeves leva les yeux de son bureau et afficha un large sourire. « Victor Lawson. Je ne t'avais pas vu depuis le projet Henderson. » Ils se serrèrent chaleureusement la main. Dom avait été le premier contremaître de Victor avant d'ouvrir son entreprise d'assurance. « Tu veux déposer une plainte ?» demanda Dom. « Non. J'ai besoin d'un travail. » Les sourcils de Dom se levèrent. « Tu vends ton entreprise ?» ?»« Non, mais je dois rester discret pendant un moment. » »« Divorce. Diane essaie de geler les actifs de ma société. J'ai besoin d'un revenu hors des radars, le temps que mon avocat s'en occupe. » La compréhension éclaira le visage de Dom. « L'histoire de ton anniversaire. J'ai entendu des rumeurs. Probablement vraies. » Dom réfléchit. « J'avais justement prévu de rénover le bureau du fonds en appartement. J'aurais besoin de quelqu'un de compétent. Paiement en liquide. » Parfait. Pendant les 2 semaines suivantes, Victor travailla 12 heures par jour à rénover le bureau de Dom. Il dormait sur le canapé de terrain et rencontrait son avocate, Sandra Ortiz, spécialisée dans les divorces conflictuels. « Ils vont trop loin, » lui dit-elle. « Newman a déjà fait ça. Mais d'habitude, il prend plus de temps. Là, tout est précipité. Ce qui veut dire qu'ils ont sûrement commis des erreurs. Reste discret. Ne réagis pas publiquement. Et documente tout. » De son côté, Margot gagnait bien son salaire. Son premier rapport confirma l'infidélité de Diana, 18 mois, pas 2 ans comme Victor le pensait. Elle apporta aussi la preuve que Newman l'avait poursuivie avec insistance après l'avoir rencontré lors d'un événement caritatif. Mais le deuxième rapport fut bien plus troublant, Newman disposait d'un serveur email privé. Là-dessus, Diana, Newman et les garçons avaient planifié pendant 3 mois l'humiliation de l'anniversaire. Newman leur avait dicté quoi dire, comment collecter des informations compromettantes. Le troisième rapport fut le plus choquant, Newman avait approché les fils de Victor individuellement avant même le début de la liaison. Des rencontres informelles. Des offres de mentorat. Des promesses de connexion. La manipulation avait commencé avant que Diana ne soit même impliquée. Il a ciblé toute ta famille, expliqua Margot, montrant à Victor des photos de surveillance de Newman avec Noah dans un club privé. La date, 3 mois avant que Diana ne commence à travailler pour lui. Diana n'était pas le prédateur, ajouta-t-elle. C'était juste une autre proie. Mais une fois recrutée, elle est devenue complice active. Victor resta silencieux, digérant l'information. Il y a autre chose, continua Margot. L'entreprise de Newman est en difficulté. 2 lancements ratés. Une enquête de la SEC, discrètement classée. Des rumeurs de problèmes de trésorerie. Mais son style de vie n'a pas changé, conclut Victor. Il a besoin d'argent. Et Diana croit que tu caches quelque chose. Exactement. Victor régla les honoraires de Margot, avec un généreux bonus. J'aurai peut-être encore besoin de vous. Sois prudent, l'avertit-elle. Newman a la rancune tenace. Certains de ses anciens ennemis ont eu des accidents mystérieux. Même si rien n'a jamais été prouvé. Ce soir-là, Victor ajouta de nombreuses notes à son plan en pleine expansion. Les pièces commençaient à s'emboîter. Mais il lui fallait encore davantage, des preuves solides, du temps, et surtout, de la patience. Chapitre 5, Contre-mesure. Le bureau temporaire de Victor était une salle de stockage dans l'entrepôt de son entreprise de construction. Floyd Peterson, son responsable des opérations, était le seul employé à savoir où le trouver. Encore une lettre recommandée de son avocat, dit Floyd en déposant une enveloppe sur le bureau de fortune de Victor. Et Newman s'est mis à fouiner, à poser des questions sur les finances de l'entreprise. Victor ouvrit la lettre. Maintenant, ils prétendent que j'ai caché des avoirs en crypto-monnaie. Créatif. Quelle est notre stratégie, patron? Victor leva les yeux vers Floyd, un homme trapu au regard dur, fort de 30 ans dans le bâtiment. Il croisa les bras. Je bosse pour vous depuis 15 ans. Vous m'avez donné ce boulot quand personne ne voulait embaucher un ex-dollar.
Vous croyez que je vais vous abandonner parce que votre femme joue sale? Victor ressentit un élan de gratitude. Ils essaient de dévaluer la société avant le partage des biens. Il faut qu'on ait l'air en difficulté, mais pas en train de couler. Donc, des retards de projets sélectifs, des problèmes d'approvisionnement. Exactement. Rien qui nuise aux clients. Juste assez de traces administratives pour montrer des inquiétudes sur la trésorerie pendant le mois à venir. Victor resta discret tout en orchestrant habilement l'apparente instabilité de son entreprise. Sandra Ortiz le conseilla avec précision sur les limites à ne pas franchir pour éviter les ennuis judiciaires. Parallèlement, Victor tissa patiemment des liens avec les 3 ex-femmes de Newman, les approchant prudemment grâce aux connexions de Margot. La première, Devlin Molly, dirigeait désormais une entreprise florissante de design d'intérieur. Russell est un vampire, dit-elle à Victor autour d'un café. Il ne veut pas seulement des femmes, il veut des familles à dévorer. Briser la vôtre, ce n'était pas un accident. C'était le but. Mais pourquoi ma famille, précisément? Devlin l'étudia du regard. Vous lui avez déjà refusé quelque chose? Un accord, un service? Victor se remémora. Il y a 3 ans, ma société participait à un appel d'offres sur un projet immobilier. Newman voulait des infos confidentielles pour que son pote puisse nous doubler. J'ai refusé. Voilà. Il collectionne les humiliations comme des trophées. La deuxième ex-femme, Teresa Kemp, fut d'abord réticente à le rencontrer, mais finit par accepter. Pour moi, ce n'était pas mes enfants, c'était ma sœur. Il l'a retourné contre moi. Mais le schéma est le même, isoler, remplacer, détruire. Elle remit à Victor des documents prouvant les manipulations financières de Newman pendant leur divorce. Des modèles utiles pour anticiper ce qui l'attendait. Mais la troisième ex-femme se révéla la plus précieuse, Patricia Welch. Elle avait résisté à Newman, et l'avait payé cher. Elle avait signé un accord de confidentialité après leur règlement. Elle ne parla donc pas directement de Newman, mais elle présenta à Victor un homme, Kent Bailey, son ancien détective privé. Aujourd'hui retraité, Kent tenait un bar miteux nommé The Rustinel. Newman a un système, expliqua-t-il en servant un whisky à Victor après la fermeture. Il repère une famille cible. Il identifie les liens les plus faibles, souvent entre le père et les enfants. Et il exploite. Quand la famille est fragilisée, il attaque les biens. Et comment il repère les failles? Kent ricana. Réseaux sociaux, en général. Tes gosses qui déballent les disputes familiales, ou des employés rancuniers. Il a des gens qui compilent des dossiers. Des gens comme qui? Un avocat, Vince Schultz. Il fait le sale boulot pour que Newman garde les mains propres. Et une femme, Moira Lancaster. Elle dirige une boîte de communication, mais en réalité, c'est l'agence d'intelligence personnelle de Newman. Victor ajouta ces noms à sa carte mentale croissante du réseau de Newman. Chaque conversation dévoilait un peu plus la toile dans laquelle il s'était empêtré, et surtout, où se trouvaient les fils les plus fragiles. Mais Newman n'était pas resté les bras croisés. Victor perdit 3 appels d'offres importants à cause de soumissions étrangement basses. Des inspecteurs du bâtiment commencèrent à relever de petites infractions sur ces chantiers. Un employé clé fut débauché par une offre trop belle pour être refusée. Mais le plus douloureux, c'était le silence de ses fils. Les documents du divorce incluaient des déclarations sous serment des 3 garçons, reprenant les mensonges de Diana sur des abus émotionnels et des manipulations financières. L'opinion publique dans leur cercle social s'était brutalement retournée contre Victor. Un mardi pluvieux, Victor retourna à la maison de Terran et trouva Diana l'attendant dans l'allée. « T'as une sale tête, dit-elle, parapluie à la main. Vivre comme ça pendant que je suis dans notre maison, ça ne te dérange pas? Qu'est-ce que tu veux, Diana? » Russell commence à perdre patience. Tes manœuvres pour retarder le divorce, ça ne joue pas en ta faveur. Dis à Russell que la patience est une vertu. Elle fit un pas de plus. On sait pour tes comptes offshore, Victor. Les sociétés écrans. Russell a des gens capables de tout trouver. Victor faillit éclater de rire. Il n'y avait aucun compte offshore. C'est ce qu'il t'a promis?
Mes millions imaginaires? Quelque chose vacilla dans les yeux de Diana. Arrête de te battre. Accepte l'accord. 20% de l'entreprise, le chalet de vacances, et tu pars avec ta dignité, comme à ma fête d'anniversaire. Elle eut un léger sursaut. C'était nécessaire pour une rupture nette. Dis-moi un truc, dit Victor à voix basse. Il t'a approché pour la première fois, c'était à ce tournoi de golf caritatif, il y a 2 ans, non? Le visage de Diana pâlit légèrement. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je crois que si. Je crois que tu commences à comprendre exactement avec quel genre d'homme tu t'es allié. Et ce qu'il veut vraiment, tu n'en sais rien, pas vrai? Lança-t-elle, mais une incertitude s'était glissée dans sa voix. Je connais Russell Newman mieux que tu ne le penses. Dis-lui que j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Après le départ de Diana, Victor appela Margot. Je veux tout ce que tu peux trouver sur Vince Schultz et Moira Lancaster. Et je pense qu'il est temps de passer à la phase 2. Chapitre 6, des fondations de pierre. Le Rustinel était presque vide ce dimanche après-midi lorsque Victor arriva pour son rendez-vous avec Moira Lancaster. La faire venir avait demandé une manipulation soigneuse, un tuyau anonyme sur un client potentiel de haut niveau, la promesse d'information sur un concurrent, et quelques leviers de pression subtils que Margot avait identifiés. Moira était plus jeune que Victor ne l'avait imaginé, la quarantaine, tout au plus avec un carré strict et des yeux calculateurs. Ça a intérêt à en valoir la peine, dit-elle en glissant dans la banquette en face de lui. Merci d'être venue, mademoiselle Lancaster, répondit Victor en poussant un dossier vers elle. Je crois que vous avez réuni des informations sur moi et ma famille pour Russell Newman. Son expression resta neutre, mais ses doigts se crispèrent autour de son verre d'eau. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Inutile de perdre notre temps. Je connais le système de Newman, cibler, isoler, remplacer, détruire. Je sais que vous fournissez les renseignements pour la phase de ciblage. Elle commença à se lever, mais Victor leva une main. Je ne suis pas là pour vous menacer. Je suis là pour vous engager. Cela la stoppa net. Pardon? Russell Newman est un parasite, et vous le savez mieux que quiconque. Vous avez vu le schéma se répéter encore et encore. Et je parie que vous commencez à en avoir assez. Elle plissa les yeux. Vous ne pouvez pas vous payer mes services. Je ne peux pas payer votre agence, non. Mais vous, personnellement? Si. Surtout avec ce que je sais sur vos pratiques comptables, disons, créatives. Le sang quitta son visage. Comment est-ce que... Russell n'est pas le seul à savoir recueillir des renseignements. J'ai besoin d'informations sur Newman. Celles qu'un initié seul peut obtenir. En échange, je paie le triple de votre tarif habituel. Et certains documents compromettants concernant des irrégularités fiscales chez Lancaster PR disparaîtront. Moira le fixa longuement avant de murmurer. Qu'est-ce que vous attendez précisément de moi? Tout. Les dossiers financiers. Les communications avec les clients. Ses habitudes personnelles. Ses points faibles. Il me détruira s'il l'apprend. Seulement s'il est encore en position de le faire. Dès jeudi, Victor avait réuni un dossier complet sur Russell Newman. Des affaires légitimes mêlées à des activités douteuses, des preuves de chantage, des paiements versés à des inspecteurs du bâtiment qui, tout à coup, avaient découvert des problèmes sur les chantiers de Victor. Plus précieux encore, les détails personnels. L'addiction de Newman au jeu, camouflée en réunion d'investissement à Atlantic City. Ses accords confidentiels avec 3 anciennes employées pour des affaires de harcèlement sexuel. Ses relations manipulatrices avec Diana et les fils de Victor. Mais surtout, Moira confirma ce que Victor soupçonnait de plus en plus. La société de Newman était sur le point de s'effondrer. L'homme était endetté jusqu'au cou, utilisant les actifs de nouvelles victimes pour rembourser les dettes anciennes. Il avait désespérément besoin de la société de Victor, pas juste pour un accord, mais pour en prendre le contrôle total. Fort de ces informations, Victor accéléra ses plans. Il réunit Floyd et ses employés les plus fiables pour restructurer l'entreprise. Officiellement, tout semblait vaciller, retard de projet, dépassement de coûts. Mais en réalité,
Victor déplaçait les actifs, créait des plans de secours, et posait les fondations de ce qui allait suivre. Pendant ce temps, Diana avait commencé à l'appeler à répétition. Ses messages devenaient de plus en plus désespérés, à mesure que Newman la harcelait pour obtenir des résultats sur les actifs de Victor. Lors d'une rare apparition au tribunal pour la procédure de divorce, Victor remarqua la tension sur le visage de Diana. Newman était assis à ses côtés, apparemment calme, mais tapotait nerveusement sur la table du bout des doigts. Quand le juge accorda un nouveau délai, faute de documents financiers complets, le masque de Newman se fissura un instant, laissant entrevoir une fureur brute. À la sortie du tribunal, Victor sentit une main sur son bras. C'était Anthony, son plus jeune fils, mal à l'aise dans un costume trop grand pour lui. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. « Pas ici. » Ils se retrouvèrent dans un dîner à une vingtaine de minutes de la ville. Anthony s'installa, les yeux fuyants. « Russell n'est pas ce qu'on croyait », dit-il sans préambule. Les choses qu'il avait promises, les contacts, les opportunités, elles ne se sont jamais matérialisées. À la place, il exige des choses. Quelles choses? Des infos sur ton entreprise. L'accès à ton ordinateur. Tout ce qui pourrait l'aider à trouver où tu as caché l'argent. Il fit des guillemets dans l'air. « Papa, est-ce qu'il y a de l'argent caché ?» Victor fixa son fils. « Est-ce que ça changerait quelque chose, s'il y en avait ?» Anthony baissa les yeux. « Peut-être, au début, on a cru ce que maman est. Russell nous a dit que tu étais secret, contrôlant, que tu avais freiné la famille. L'histoire de l'anniversaire, ce n'était pas mon idée, mais je m'y suis plié. »« Pourquoi venir me voir maintenant ?» demanda Victor. « La semaine dernière, j'ai surpris Russell au téléphone. Il parlait de ce qui se passerait quand Lawson serait écarté du tableau. Ça n'avait rien de métaphorique. » Un froid glacial s'installa dans le ventre de Victor. « Est-ce qu'il m'a menacé directement ? » Pas exactement, mais il est obsédé par l'idée de te briser. Et ces derniers temps, il rencontre des gens louches, des anciens militaires. Anthony déglutit avec difficulté. « Papa, je crois qu'il est dangereux. Vraiment dangereux. Alors pourquoi me prévenir? Pourquoi ne pas juste le laisser faire ?» Les yeux d'Anthony se remplirent de larmes. « Parce que tu es mon père. Et j'ai commis une terrible erreur. » Victor tendit la main à travers la table et serra celle de son fils. « Écoute-moi bien. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance. » « Tu peux. Je te le jure. Alors voici ce que j'ai besoin que tu fasses. » Cette nuit-là, Victor convoqua une réunion d'urgence avec son équipe, Margot, Sandra Ortiz, Terence Floyd et maintenant Anthony. Dans le garage de Terence, entouré de cartes et de dossiers, Victor exposa ce qu'ils avaient appris et ce qui allait suivre. Newman est désespéré. Et dangereux, conclut-il. Il accélère son calendrier parce que son château de cartes financier est en train de s'effondrer. On doit agir plus vite que prévu. Et maman, demanda Anthony. Est-ce qu'elle est en danger? Seulement à cause de ses propres choix, répondit Victor. Mais on va lui donner une chance de s'écarter avant qu'on passe à l'action. Margot haussa un sourcil. Tu tiens encore à elle, après tout ça? 27 ans, ça laisse des traces, dit Victor simplement. Mais ne te méprends pas. Je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait. Ce qu'ils ont tous fait. Et je ne leur pardonnerai pas. Il se tourna vers le tableau blanc, où il avait cartographié les faiblesses de Newman. Newman a choisi la manière la plus publique et la plus humiliante de me détruire. On va lui rendre la pareille, mais avec une différence essentielle. Laquelle? Demanda Sandra. Le sourire de Victor était glacial. Tout ce qu'on fera sera absolument, incontestablement légal. Il ne verra rien venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chapitre 7. Le piège se referme. Les Springfield Business Excellence Awards étaient l'événement mondain de la saison, un rendez-vous incontournable pour l'élite de la ville, alliant reconnaissance publique et réseautage stratégique. Comme chaque année, Russell Newman était présent, utilisant l'occasion pour séduire des investisseurs et intimider ses rivaux. Cette année, il était arrivé au bras de Diana,
tous deux impeccablement habillés, souriant au photographe. Newman semblait sûr de lui, bien que certains initiés aient noté qu'il avait beaucoup bu lors de la réception précédant la cérémonie. Sacrée affluence, murmura Diana en balayant la salle du regard. Est-ce que c'est Victor, là-bas? À la table 7? La tête de Newman pivota brutalement. En effet, Victor Lawson était assis à une table en vue, en pleine conversation animée avec Bradley Wilson et plusieurs cadres de banque. Il avait meilleure allure que Diana ne l'avait vu depuis des mois, costume sur mesure, cheveux coupés, allure détendue. Ignore-le, grogna Newman. Il fait le spectacle. Il veut nous faire croire qu'il n'est pas au bout du rouleau. Leurs compagnons de table comprenaient Vince Schultz, l'avocat de Newman, ainsi que deux investisseurs potentiels que Newman tentait de séduire. Mais Noah et Liam Lawson Newman, eux, étaient absents. Ils avaient annulé subitement ce matin-là. La cérémonie débuta avec les discours habituels et des prix pour l'engagement communautaire et l'innovation. Puis, le maître de cérémonie annonça. Notre dernier prix de ce soir est spécial, le Phoenix Award, décerné à une entreprise qui a su surmonter de grandes épreuves pour en ressortir plus forte. Le lauréat de cette année, Victor Lawson, de Lawson Construction. La salle éclata en applaudissements tandis que Victor montait sur scène. Newman serra son verre de whisky si fort que Diana craignit qu'il n'éclate. Merci, commença Victor. L'année écoulée a été particulièrement éprouvante. Certaines difficultés étaient liées aux affaires, d'autres étaient bien plus personnelles. Un rire discret parcourut la salle, tout le monde se souvenait du fiasco de l'anniversaire. Mais les épreuves révèlent le caractère. Elles nous montrent qui reste à nos côtés quand tout devient difficile. J'ai eu la chance de découvrir mes véritables ennemis, et mes véritables alliés. Le regard de Victor balaya la salle, croisa brièvement celui de Diana, puis continua. Ce soir, j'ai le plaisir d'annoncer que Lawson Construction a décroché des contrats exclusifs avec Meridian Developers pour 3 projets majeurs, pour un total de plus de 40 millions de dollars. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Et des murmures parcoururent l'audience. Meridian était le plus grand concurrent de Newman, et ses contrats représentaient le plus gros projet de développement de toute l'histoire de la ville. Victor poursuivit. J'ai fondé la Loss and Integrity Foundation, une organisation dédiée au soutien des victimes de prédation financière et de manipulation familiale. Le premier rapport public de la fondation, analysant les schémas prédateurs dans les affaires et les relations personnelles, sera publié la semaine prochaine. Newman se leva brusquement, heurtant la table et renversant les verres. C'est une farce, souffla-t-il à Diana. On s'en va. Mais alors qu'il se levait pour partir, 2 hommes en costume s'approchèrent de leur table. Monsieur Newman, je suis l'agent Donovan du FBI. Voici l'agent Miller. Nous devons vous parler immédiatement au sujet de certaines irrégularités financières concernant Newman Enterprises. La pièce devint silencieuse alors que Newman était escorté hors de la salle, le visage blême. Diana resta figée sur sa chaise, assistant impuissante à l'effondrement en temps réel de la nouvelle vie qu'elle s'était si soigneusement construite. Après la cérémonie, Victor s'approcha calmement de sa table. « Tu devrais appeler ton avocat, dit-il à voix basse. Les choses vont devenir compliquées. »« Que as-tu fait » murmura-t-elle. « Rien d'illégal, contrairement à ton petit ami. » Il posa une carte de visite sur la table. Cet avocat est spécialisé dans les partenaires de personnes faisant l'objet d'une enquête fédérale. Tu pourrais en avoir besoin. Anthony retrouva Victor à la sortie, près du service de voiturier. Ça a marché, dit-il, la voix tremblante d'adrénaline. Exactement comme tu l'avais prévu. Victor acquiesça. Newman dirigeait un système de Ponzi via sa division d'investissement. Une fois que Moira nous a remis les documents, il a suffi de les présenter aux bonnes autorités. Et Noah, Liam. Ils ont reçu des informations similaires ce matin. Avec des preuves montrant comment Newman les a montées contre moi. Leur absence ce soir était révélatrice. Dans les semaines qui suivirent, l'ampleur des crimes de Newman devint publique. L'enquête du FBI révéla un schéma de fraude remontant à plusieurs années. L'empire méticuleusement bâti de Newman s'écroula sous le poids de la vérité.
Victor, lui, avait été méthodique. Chaque preuve avait été obtenue légalement. Chaque geste documenté. Chaque témoin identifié. Les tentatives de Newman pour invoquer l'entrave ou le complot furent écrasées par la montagne de preuves compilées par Moira Lancaster, qui avait accepté de coopérer avec les autorités. À peine un mois après l'arrestation de Newman, Diana demanda le divorce, affirmant qu'elle avait été trompée sur la nature de son compagnon et ses affaires. Mais sa tentative de réconciliation avec Victor fut accueillie par un refus poli, mais ferme. Le divorce sera finalisé la semaine prochaine, lui dit-il lors de leur dernière rencontre. Tu recevras exactement ce que la loi t'accorde. Ni plus, ni moins. Je ne te veux pas de mal, Diana. Mais je ne te souhaite pas de bien non plus. Tu es simplement quelqu'un que j'ai connu autrefois. Chapitre 8, Conte d'âme. La pluie battait contre les vitres du nouvel appartement de Victor en centre-ville, alors qu'il relisait les documents finaux du divorce. L'affaire était close, Diana avait reçu bien moins que ce à quoi elle s'attendait. La maison, en mauvais état, nécessitait de coûteuses réparations à cause de problèmes de fondation récemment découverts. Et les comptes de l'entreprise de Victor affichaient leur plus faible bénéfice trimestriel depuis 5 ans, au moment même de l'évaluation des biens. Ce que Diana ignorait, c'est que Victor avait minutieusement orchestré ce timing. Certains projets avaient été retardés intentionnellement. Certains revenus légalement, redirigés, de manière complexe. Mais dès que le divorce fut officiel, Lausan Construction retrouva miraculeusement son élan, et les contrats avec Meridian avancèrent à pleine vitesse. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Anthony se tenait dans le couloir, trempé jusqu'aux os. « Je ne savais pas où aller, dit-il. Noah et Liam ne veulent plus me parler depuis que j'ai témoigné. » Victor l'invita à entrer. « As-tu parlé à ta mère ? Elle quitte la ville. Elle vend la maison. Elle dit qu'il ne reste plus rien pour elle ici. » Anthony ôta sa veste trempée. « Elle voulait que je te demande, à propos du timing. L'arrestation de Newman. Les contrats avec Meridian. Les problèmes dans la maison. Elle pense que tu as tout planifié. » Victor resta silencieux un instant. « Et toi, qu'en penses-tu » Anthony le regarda droit dans les yeux. « Je pense que tu as donné à chacun, exactement ce qu'il méritait. » Victor acquiesça légèrement. « Et tes frères ? Comment gèrent-ils le procès à venir de Newman ? » Très mal. Ils ont été cités comme témoins. Et les démarches pour changer de nom sont bloquées à cause de l'enquête. Ils sont furieux contre moi. Ils disent que j'ai changé de camp. Tu n'as pas changé de camp, Anthony. Tu as reconnu une erreur, et tu l'as corrigée. Et il a essayé de réparer les choses, il y a une différence. Le matin suivant, alors que la ville s'éveillait doucement sous un ciel gris perle, Victor retrouva Noah dans un petit café discret, situé à 2 rues du palais de justice. L'endroit était calme, presque vide, et l'ambiance y était feutrée, propice aux conversations difficiles. Noah était déjà là, assis à une table dans un coin reculé, les épaules affaissées, l'air fatigué comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, et un tic nerveux agitait par intermittence sa joue gauche. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix tendue, sans vraiment regarder son père dans les yeux. « Tu as dit que c'était important. » Il sortit un dossier épais de son sac et le poussa lentement vers Victor, comme s'il avait besoin de se débarrasser d'un fardeau trop lourd à porter seul. « Voici, mon témoignage. Celui que je vais lire au procès de Newman. Je pense que tu devrais le lire. Que tu saches ce que j'ai à dire. » Victor prit le dossier sans un mot. Ses yeux commencèrent à parcourir les pages, son visage impassible comme une statue de marbre. À l'intérieur, Noah avait raconté en détail comment Russell Newman l'avait approché, petit à petit, insidieusement. Comment cet homme avait réussi à l'empoisonner contre son propre père, à distiller la méfiance, à faire germer la colère en lui, en se présentant comme une figure de confiance, presque paternelle. Il avait utilisé des mots doux, des promesses, des flatteries, puis des critiques subtiles jusqu'à faire vaciller les fondations même de sa loyauté filiale. Victor releva les yeux. « Pourquoi me montres-tu ça ? Pourquoi maintenant ?
Noah prit une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. Parce que je veux que tu saches que je vois enfin les choses avec clarté. Je comprends maintenant comment tout a dérapé. Comment on a été manipulé, utilisé, brisé. Mais je veux aussi que tu saches que, avant même l'arrivée de Newman dans nos vies, il y avait déjà quelque chose qui clochait entre nous. Une distance. Des silences. Des blessures jamais guéries. C'est cette faille qu'il a exploitée. La voix de Noah se brisa, trahissant l'émotion qui montait. Victor referma le dossier doucement, ses doigts appuyés fermement sur la couverture. « Je sais, dit-il simplement. » Noah hocha la tête, les yeux brillants. « Tu nous pardonneras un jour ? À moi, à Liam, à maman ?» Victor resta silencieux un instant, le regard lointain. « Le pardon, Noah, ce n'est pas une chose que je peux offrir si facilement. Peut-être que je n'en serai jamais capable. Mais je peux reconnaître que le principal instigateur de tout cela, c'est Newman. C'est lui qui a tiré les ficelles. »« Et maman ?» demanda Noah avec hésitation. Victor inspira lentement. « Ta mère a fait ses propres choix. Comme vous tous. Liam, Anthony, toi. Ce sont des adultes, chacun responsable de ses décisions. Mais Anthony a pris le chemin du retour. Il a reconnu ses torts, il a cherché la vérité. Ça compte pour moi. » Noah essuya rapidement une larme qui menaçait de couler. « La fondation que tu as créée. Celle qui enquête sur les gens comme Newman, sur les manipulateurs, les prédateurs. Liam et moi, on voudrait t'aider. Pour commencer, anonymement. On ne cherche pas à se faire pardonner, juste à faire ce qu'il faut. » Victor hocha lentement la tête, l'expression neutre mais pas fermée. Le procès de Russell Newman débuta quelques semaines plus tard, et il devint rapidement le centre de l'attention médiatique. Chaque jour, les gros titres exposaient de nouveaux détails choquants, ses manipulations mentales, ses escroqueries, sa manière d'entrer dans la vie des familles pour mieux les contrôler, les diviser, les exploiter. Victor assistait à certaines audiences, toujours assis au fond de la salle, silencieux, discret, mais attentif. Il observait sans cligner des yeux la chute d'un homme qui, un an auparavant, avait presque réussi à détruire tout ce qu'il avait construit. Diana fut appelée à témoigner dès le début. Elle se présenta vêtue sobrement, ses robes de luxe remplacées par un tailleur foncé, discret, presque austère. Elle semblait fatiguée, marquée par les événements. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle affirma à la barre qu'elle aussi avait été une victime. « Il m'a isolée, dit-elle. Pas en criant ou en me forçant. Non. En murmurant, en suggérant, en me flattant. Il a semé le doute, petit à petit, jusqu'à ce que je ne reconnaisse plus ma propre famille. » Lorsqu'elle croisa le regard de Victor, elle hocha la tête, timidement. Mais Victor resta immobile. Aucun signe. Aucune réponse. Puis ce fut au tour de Noah et de Liam. Ils racontèrent leur version des faits, comment Newman avait identifié les tensions déjà présentes dans la famille, comment il les avait amplifiées, comment il leur avait présenté leur père comme un obstacle à leur épanouissement. Ils décrivirent ces tactiques comme celles d'un véritable stratège psychologique. Enfin, Victor fut appelé à son tour. Son témoignage fut bref, mais puissant. Il ne chercha pas à faire pleurer, ni à se faire plaindre. Il énonça simplement les faits, dans un calme presque glaçant, la première rencontre avec Newman, les petites critiques, les manipulations, la scène de l'anniversaire, les lettres d'avocat, la solitude, le doute, la trahison. Le contraste entre son ton neutre et le contenu bouleversant de ses propos frappa l'audience comme un coup de tonnerre. À la sortie du tribunal ce jour-là, Victor retrouva Liam qui l'attendait près de sa voiture. Le vent soufflait doucement, soulevant quelques feuilles mortes. « On m'a proposé un poste à Chicago, » dit Liam sans détour, les mains dans les poches. Un nouveau départ. Une nouvelle ville. Personne ne me connaît là-bas. Victor acquiesça lentement. Une décision sage. Liam hésita, puis poursuivit. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais je veux que tu saches que je vais contribuer chaque mois à ta fondation. En mon nom de naissance, Lawson. Victor resta silencieux,
puis déverrouilla sa voiture. Bonne chance à Chicago, Liam. Liam le regarda, surpris. C'est tout? Tu ne vas rien dire de plus? Je pensais que... Victor se retourna lentement vers lui, le regard calme mais ferme. Tu pensais à quoi? À une accolade émotive? À des excuses acceptées entre deux larmes. Tu as signé des documents m'accusant d'être un homme dangereux pour mes propres enfants. Tu as activement participé à ma destruction. Liam baissa les yeux. Tu nous détestes, alors? Victor le fixa longuement. Non. Je ne vous déteste pas. La haine demande de l'énergie, du temps, de la passion. Et j'ai décidé de ne plus gaspiller tout ça pour le passé. J'ai reconstruit ma vie sans vous. Ce n'est pas une vengeance. C'est un choix. Alors que Liam s'éloignait, les épaules lourdes, Victor ressentit un étrange vide. Pas de colère. Pas de joie. Juste un calme absolu, presque inquiétant. Comme si quelque chose s'était définitivement éteint. Chapitre 9, Nouvelle fondation. Un an jour pour jour après l'anniversaire qui avait tout fait basculer, Victor se tenait debout, seul, sur la plateforme d'observation du plus haut immeuble de Springfield. Le vent soufflait fort à cette altitude, mais il n'en avait cure. Devant lui, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Le méridien Lawson Plaza était pratiquement terminé. Un projet audacieux. Le premier d'une série qui allait redéfinir le paysage urbain et marquer durablement l'empreinte de Victor Lawson sur cette ville. Son téléphone vibra. Un message de Terence s'afficha à l'écran. Tout est prêt pour demain. Demain, c'était son anniversaire. Le 51e. Pas de grande fête, pas de projecteur. Juste un dîner simple, entouré de Terence, Floyd, Margot, Sandra, et peut-être, quelqu'un d'autre. Peut-être pas une réconciliation. Mais un début. Et Anthony, les gens qui étaient restés à ses côtés, ceux qui l'avaient aidé à renaître de ses cendres. Russell Newman avait été condamné à 12 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable à de multiples chefs d'accusation de fraude. Son empire s'était complètement effondré, les créanciers se disputant les restes. Vince Schultz avait été radié du barreau. Maura Lancaster, quant à elle, avait obtenu l'immunité en échange de sa coopération et s'était installée à Seattle pour recommencer sa vie à zéro. Diana avait fini par s'installer à Phoenix, acceptant un poste en marketing dans une entreprise de taille moyenne. Selon Anthony, qui gardait un contact limité avec elle, elle survivait, mais ne s'épanouissait pas. Elle avait envoyé une longue lettre d'excuses à Victor 6 mois après le divorce. Il l'avait lue une fois, puis l'avait rangée, sans jamais y répondre. Noah était resté à Springfield, reconstruisant peu à peu une relation prudente avec Victor, principalement centrée sur leur fondation dédiée à la perte et à l'intégrité. Ils se retrouvaient chaque mois pour discuter des affaires de la fondation. Leurs échanges personnels restaient formels, mais n'étaient plus hostiles. Liam, lui, communiquait rarement de manière directe. Pourtant, ses dons promis à la fondation arrivaient ponctuellement, chaque mois. Victor jeta un œil à sa montre. Anthony n'allait pas tarder, comme chaque semaine, pour leur dîner du vendredi soir. Son plus jeune fils s'était inscrit à des cours de commerce à l'université locale, tout en travaillant à temps partiel chez Lawson et Construction, apprenant le métier depuis la base. Le pardon restait difficile à atteindre. Mais la routine, elle, avait fini par créer sa propre forme de guérison. Pas la restauration de ce qui avait été perdu, mais la construction de quelque chose de nouveau, sur des bases solides. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit Anthony en montant sur la plateforme d'observation. Réflexion d'avant-anniversaire? Victor se retourna, esquissant un léger sourire. Quelque chose comme ça. Tu regrettes la manière dont tout s'est déroulé? Victor prit un instant pour réfléchir à la question. La chute de Newman avait été totale. L'homme avait tout perdu, sa liberté, sa réputation, sa richesse. Diana avait été publiquement humiliée, à la fois comme victime et comme complice. Noah et Liam vivaient chaque jour avec les conséquences de leur trahison. Non, répondit finalement Victor. Chacun a fait ses choix. Moi y compris.
Maman a appelé aujourd'hui, dit Anthony avec précaution. Elle voulait savoir si tu parlais encore d'elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu as tourné la page. Que tu ne regardes plus en arrière. Victor hocha la tête, reportant son regard sur la ville en contrebas. Les lumières de chantier éclairaient son tout nouveau projet, une preuve tangible de sa renaissance. Elle voulait que je te demande, si tu accepterais de lui parler, une seule fois. Pour clore ce chapitre. Il n'y a rien à dire. Le passé est clos. Un silence s'installa. Puis Anthony reprit, d'une voix plus douce. Tu sais, pour ce que ça vaut, je pense que tu as gagné. Victor secoua doucement la tête. Ce n'était pas une question de gagner. C'était une question de survivre. Puis de reconstruire, à mes conditions. N'empêche, tu en es sorti plus fort. Plus fort, peut-être. Différent, sûrement. Victor consulta à nouveau sa montre. Réservation dans 20 minutes. On y va? En marchant vers l'ascenseur, Victor repensa au chemin parcouru durant l'année écoulée. Il avait perdu une famille, mais gagné en clarté. Ceux qui avaient voulu le détruire l'avaient en réalité forcé à une remise en question, et l'avaient poussé à découvrir en lui une force insoupçonnée. Demain, il fêterait ses 51 ans. Entouré de ceux qui avaient prouvé leur loyauté. Son entreprise prospérait. Sa fondation faisait une vraie différence pour ceux qui, comme lui, avaient été ciblés par des prédateurs tels que Newman. Le piège qu'il avait tendu s'était refermé à la perfection, distribuant des conséquences précisément calibrées à chaque personne impliquée dans son humiliation. Pas par la violence. Ni par des moyens illégaux. Mais avec patience, intelligence, et une exploitation méticuleuse des failles de ses ennemis. Diana avait obtenu un homme riche, mais trouvé une prison qu'elle s'était elle-même construite. Newman avait voulu détruire un homme, mais s'était détruit lui-même. Noah et Liam avaient trahi leur père pour des avantages qui ne s'étaient jamais concrétisés. Il ne leur restait que le regret, et des réputations abîmées. Et Victor? Victor avait voulu la justice. Et il l'avait construite de ses propres mains. Alors que l'ascenseur descendait, Anthony lui demanda. Et maintenant, quelle est la suite? Victor prit un instant. Le passé était clos. Les comptes équilibrés. Les dettes réglées. Ce que je veux, répondit-il simplement. Sur des fondations que personne ne peut ébranler. Claquette et voilà, une autre histoire qui touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire, on adore vous lire. Et si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Ça compte énormément pour nous. Pour d'autres récits comme celui-ci, jetez un œil aux vidéos recommandées à l'écran, et on se retrouve là-bas. Signe main disant au revoir. Oh, hello. What? 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 Okay, we're fine. Oh god. There's another one. There's another one. What is going on right now? This is what I'm talking about, bro. There's fucking blocks and vines everywhere. No flat ground. Okay. Alright, we're so back. We're so back. Down into the depths we go. Alright, this might just be my demise right here, gamers. I have no armor. I'm gonna... Ouch. Oh, I think it's over. Oh, I'm alive. Oh my god. Hi, back. Ouch.